Merci Jean-François, on est de retour dans la zone contre UA que j'ai le plaisir d'avoir par l'entremise de la ligne téléphonique Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey, Pierre-Paul, on va reprendre un sujet qu'on a commencé la semaine dernière, mais c'est un sujet extrêmement vaste, c'est les fraudes. Et là, on a parlé d'un type de fraude la semaine dernière. J'aimerais qu'on revienne en détail parce que ça, là, lorsqu'on parle de crime organisé, là, les gens voient des organisations criminelles avec des motards, des ci, des ça. Mais ça également, ça en est des organisations criminelles, là. Absolument. C'est des gens très, très organisés qui gèrent ces fraudes-là. Je parle en général, évidemment, là. Et c'est des gens qui connaissent l'être humain, qui utilisent la psychologie à leur avantage pour aller soutirer de l'argent et de l'information aux gens. C'est incroyable ce qu'on vient de dire là. Ça veut dire que là, vous parlez avec des psychologues qui vont vous psychanalyser et essayer de comprendre quels sont vos besoins pour jouer sur votre faiblesse. Oui, puis ils sont vraiment très bons là-dedans. Dans le fond, là, c'est vraiment des machines organisées. Ils ont beaucoup de cibles, ils ont différents stratagèmes, ils en inventent des nouveaux aussi. Fait qu'il faut se tenir aux aguets de nouveautés. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle là, de ce qu'ils veulent, ces fraudeurs-là. C'est quoi? Ils sont à la recherche de quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent comme renseignement, ce genre de choses-là? Bon, OK. Commençons par dans la tête du fraudeur, on cherche des victimes, ça c'est certain. Et c'est quoi le mécanisme qui va attirer ces gens-là vers certains individus, d'après toi, Pierre-Paul? Ben, il y a différents éléments. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont donner de l'information très, très facilement, même volontairement, notamment sur les médias sociaux. Okay? C'est sûr que si on met notre date de naissance, on met notre adresse, on met, tu sais, plus qu'on donne de ces informations-là gratuitement sans que personne nous force, bien ça, c'est des portes d'entrée très intéressantes pour les fraudeurs. Parce que les fraudeurs, ils veulent soit de l'argent directement, ou ils veulent de l'information pour éventuellement faire de l'argent avec cette information-là. Donc, à partir du, tu sais, c'est pas juste, on entend des fois là, des rançons. Ça, c'est un type de, on se fait voler nos données puis on se fait exiger de l'argent pour recevoir notre information. Donc ça, c'est vraiment de l'argent qu'ils veulent là au jour 1. Mais souvent, ils vont s'y prendre par des moyens détournés. Ils vont aller chercher de l'information aussi bête que notre nom, notre prénom, notre numéro de téléphone, notre date de naissance, notre numéro d'assurance sociale, évidemment, notre adresse. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit aux gens, quand vous avez des documents à la maison, déchiquetez-les. On fait pas juste laisser des lettres pleines, on laisse ça dans le recyclage, par exemple. Ouais. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement se promener et ramasser ces lettres-là. Et en partant, ils peuvent avoir notre date de naissance, notre nom, prénom, notre adresse. Donc, déjà en partant, ils peuvent faire un bon bout de chemin avec ça. Et le numéro d'assurance sociale qui ne devrait jamais circuler, finalement. Absolument pas. Puis, tu sais, je parlais tantôt de médias sociaux. Ben, tu sais, le genre de questions, le nom de jeune fille de votre mère, là, c'est des questions qui reviennent tout le temps dans pour vérifier des mots de passe. Ben, c'est le genre d'informations qu'il faut pas donner. Et il y a des questionnaires, des fois, sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux qui vont nous poser des questions pour nous faire notre profil, l'exemple de comment on va avoir notre année 2024, comment va se passer. Puis là, ils nous posent toutes sortes de questions. Mais ce genre de questions-là, ça peut être des informations très, très pertinentes pour des fraudeurs. Donc, de pas embarquer là-dedans. Évidemment, les noms d'utilisateurs puis les mots de passe, ça devrait être des choses compliquées. Ça devrait être des choses... puis là, des gens, des fois, ben, ont pas de mécanisme pour se rappeler de leur mot de passe. Hein. On a tellement de mots de passe tout partout, fait que les gens souvent vont prendre les mêmes mots de passe. Ben là, la difficulté qu'on rencontre, c'est que si on a un fraudeur qui découvre notre mot de passe, ben il vient de le découvrir sur beaucoup de plateformes. Là. Ça, c'est un enjeu. Effectivement, il vient de s'ouvrir la porte à bien des endroits. Lorsqu'on parle, là, on parle de médias sociaux, mais il y a également par courriel, il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations. Bonjour, messieurs, j'ai 20 millions de dollars que je viens d'hériter, je ne sais pas quoi faire avec. Moi, si on me donnait 20 millions de dollars, ça serait une chose, je saurais quoi faire avec.
Oui, effectivement. Les fraudes. Ceux-là existent depuis très, très longtemps. Hein. Depuis pratiquement le début de la popularité d'Internet, on avait ces fraudes-là qui existaient. Ouais. Mais c'est aussi, ça peut marcher encore. Les gens se disent, je perds rien à répondre ou tout ça. Dès qu'on commence à créer des liens, des fois, les gens, par communication, vont donner de l'information, vont donner accès à rentrer à l'intérieur de leur ordinateur en ouvrant des pièces jointes, par exemple. Donc, il faut faire bien attention. Puis c'est pas pour rien que ces courriels-là sont bloqués par beaucoup dans les centres d'un courrier indésirable. Ouais. C'est parce que c'est détecté. Il y a quand même des formules pour détecter ces choses-là, mais elles ne sont pas toutes détectées. Puis ces renseignements-là que les gens les fraudeurs vont collecter, ça sert à toutes sortes de choses. Ça peut servir à faire des achats, donc à très court terme, faire des demandes de chômage ou d'aide gouvernementale, faire des demandes de carte de crédit en notre nom. Ça peut même permettre d'accéder à nos comptes bancaires directement, parce que si quelqu'un se fait passer pour nous, il y a même des gens qui vont se présenter dans l'institution financière, se faire passer pour nous, et si on a l'information nécessaire, ils répondent aux questions de confirmation, la banque va donner les renseignements, va donner des fois même un peu permettre des retraits, tout ça. Donc, il faut garder ces informations-là secrètes. Puis, il faut être aux aguets aussi si on parle à quelqu'un, hein, parce qu'on a parlé de la fraude amoureuse la semaine passée. Là. Oui. Dans les techniques utilisées, il faut être aux aguets. En fait, les mêmes techniques que les vendeurs utilisent, les fraudeurs les utilisent beaucoup. On parle de quoi, là? On parle de se faire complimenter beaucoup, de se faire dire, oui, t'en as besoin. Aujourd'hui, c'est un offre, là, ça dure encore 30 minutes, mais après ça va tomber, cette offre-là. Dès qu'il y a un sentiment d'urgence, un compliment qui a l'air, qui est un compliment, normalement, quand quelqu'un qu'on connaît pas, là, c'est pas normal, là. Il y a aussi il y a des personnes, j'ai parlé d'agréabilité la semaine passée, des gens qui ont une agréabilité très forte, ils vont faire sentir coupables ces gens-là de dire non. Donc, des fois, puis moi, j'ai des gens de mon entourage qui sont très sensibles à ça. Là. S'ils sentent vraiment un petit peu de culpabilité, ils veulent pas déplaire aux gens, puis ils vont agir comme la personne voudrait qu'ils agissent, parce que on est programmé un petit peu comme ça pour faire plaisir aux autres. Ils vont promettre des cadeaux. Ils peuvent nous étourdir aussi avec beaucoup de questions. Des questions à gauche, questions à droite, parce que plus qu'on est étourdi, plus ça va vite, moins on a le temps de réfléchir, moins on a le temps de se rendre compte que il y a un problème. Si on a un message de virus sur notre ordinateur, puis rapidement, on veut de l'aide, il y a un numéro de téléphone qui apparaît, on appelle au numéro de téléphone, on parle à un être humain. On pense qu'on est dans une boucle logique, mais finalement, on a été hameçonné, puis le numéro, il est généré par le virus, puis là, on embarque dans une boucle avec des gens qui ça va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ouais. Donc ça, c'est des techniques qu'on voit quand même souvent, là. Ce qu'on réalise, c'est que finalement, on essaye de passer rapidement sous le radar pour nous rassurer. Puis ça ne l'est pas très rassurant, parce que je t'écoutais tout à l'heure parler, mais si on vous a donné un numéro de téléphone et que ça vous a permis de parler à quelqu'un en 2023, rapidement, posez-vous des questions. T'as raison. Oui, c'est ça. Si c'est trop vite, là, c'est pas normal. Mais oui, puis un numéro de téléphone, on devrait toujours le valider. Hein. Au lieu de prendre un numéro de téléphone qu'on se fait donner dans un courriel pour appeler une institution financière ou autre, on devrait nous-mêmes aller chercher les coordonnées de l'institution qu'on veut rejoindre, s'assurer que c'est une institution qu'on connaît puis qui est respectable, on va dire, et puis faire nos propres recherches pour rejoindre la personne là qui nous a appelé. Tu sais. Donc, dans les signes à faire attention aussi par rapport à ça, là, si vous recevez des appels de créanciers qui vous demandent de payer une dette que vous n'avez aucune idée de cette dette-là, des lettres de refus de demande de crédit. On peut recevoir ça par la poste. On a refusé une demande, on est refusé pour le crédit, mais on n'a pas demandé ce crédit-là. Ça veut dire que quelqu'un l'a demandé, là, ce crédit-là, à notre nom. Donc, ça veut dire que c'est très important, là. Ouais. Pas recevoir ses relevés bancaires, ses cartes, mettons qu'on est habitué de les recevoir papier, exemple, puis qu'on les reçoit plus, ou qu'on est habitué de les recevoir courriel, on les reçoit plus. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a détourné soit notre adresse personnelle, donc qui a changé notre adresse, ou soit qu'il a détourné, il a changé un courriel pour recevoir, et là, la personne reçoit
nos habitudes d'utilisation de notre carte, ils reçoivent nos numéros, ils reçoivent beaucoup d'informations. Donc, c'est des éléments en plus qui causent des dommages, pas juste financiers. C'est sûr que financiers, on peut se faire, dans certains cas, on peut se faire même rembourser, mais on parle de dommages à notre dossier de crédit qui est très compliqué à corriger. On parle de stress, on parle de perte de temps à gérer une situation que on a bien d'autres choses à faire dans notre vie. Un paquet d'autres conséquences négatives. Là. Fait qu'il faut vraiment savoir détecter ça, on va dire être aux aguets quand il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai ou qu'on connaît pas ou qui a l'air bizarre ou un courriel avec des fautes dedans d'une institution, c'est pas normal, là. Ouais. Est-ce que, c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais est-ce que les gens d'un certain âge, là, quand on arrive à la soixantaine, ces gens-là sont dans la cible de ces organisations-là? Oui, particulièrement pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que ces gens-là, souvent, ont plus d'argent. Les gens à la retraite, en général, ils ont accumulé de l'argent pendant leur vie. Ils ont un bas de laine. Donc ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est pas tout le monde qui a la même facilité avec la technologie. Puis dans les personnes âgées, on a un plus grand pourcentage de la population qui a des difficultés avec la technologie. Fait que si on crée des problèmes, on va dire technologiques, ces gens-là ont moins de ressources. Donc, et aussi tout le volet isolement. Et là, c'est sûr que là, je parle d'une généralité. Hein. Les fraudeurs, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils vont aller vers le plus facile, le plus simple, le plus rapide. Donc, c'est pas parce que toutes les personnes âgées sont comme ça, mais s'ils vont dans un bassin de personnes âgées, ils ont plus de chances d'aller attraper plus d'argent et de réussir à trouver plus de failles que s'ils s'en vont vers quelqu'un de 25 ans qui est très à jour sur la technologie puis que qui est très très aguerri là-dessus. Là. Donc, il y a une question de volume, eux autres, dans ce qu'ils font. Donc, ils vont aller voir pour des cibles un petit peu plus... Puis, tu sais, je terminerai là aussi sur un petit volet bien simple. Qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive, si on pense qu'on s'est fait frauder? Oui. Par étape, là, il faut absolument communiquer avec Equifax et TransUnion, qui sont les deux bureaux de crédit, communiquer avec le prêteur en question. Si on sait qu'on a été refusé, exemple, à la CIBC, il faut communiquer avec la CIBC pour aller faire des démarches, pour aller chercher des renseignements de c'est quoi ce refus-là, c'est quoi la demande qui a été faite. J'ai des gens comme ça qui ont trouvé que des gens sont tentés de se faire passer pour eux avec une pièce d'identité complètement fausse parce que la pièce d'identité était au dossier, était demandée. Donc, des recherches comme ça. On communique avec la police, évidemment. Idéalement, le Centre antifraude aussi du Canada. Et toujours se faire un registre. Là, je dis beaucoup de choses vite. Là, les gens pourront le réécouter sur notre Facebook ou sur votre plateforme, mais dans le fond, il faut garder un suivi de nos communications. Les communications qu'on a eues, les dates et heures, le nom des personnes, si on est capable de les avoir, puis des petits résumés de conversation, parce que quand on donne ça aux policiers, au centre antifraude, ou qu'on essaye de se faire rembourser, plus on est précis dans ce qui s'est passé, puis on démontre que on a fait nos devoirs, plus on a de chances que ça se règle rapidement, puis qu'on est crédible aussi là, pour dire qu'on s'est fait avoir. Là. Ça, c'est des détails extrêmement importants de noter puis de faire un suivi puis de bâtir un dossier étoffé le plus possible pour finalement réussir à récupérer si on s'est fait prendre de l'argent ou notre identité. Mais c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Hein? Il y a juste moi dans mon entourage immédiat, j'ai 2 personnes qui ont déjà subi de la fraude. C'est pas le même genre de fraude, c'est pas le même contexte, puis c'est des gens très intelligents. Là, c'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment on joue sur les sentiments des gens ou sur la rapidité ou sur le manque de connaissances informatiques. C'est vraiment des professionnels. Donc faut juste être vigilant, pas envoyer d'argent à personne, pas donner nos renseignements à des gens au téléphone ou par courriel, communiquer avec des gens là qu'on connaît, puis se présenter en personne si on soupçonne un problème aussi. C'est important. Surtout là, si vous voyez rentrer des lettres indiquant qu'on s'est servi de votre identité. Là. Faut bouger, là, faut bouger vite. Là. Oui. Fait que si tu, dans le fond, là, la semaine prochaine, on pourrait continuer. Dans le fond, je pourrais vous donner des exemples de fraude plus précisément, là, en parler un peu plus, donner des exemples aux gens, puis vraiment aller faire le détail de comment on se protège de la fraude. On a effleuré le sujet, mais j'irai un petit peu plus là, sur ces 2 points-là la semaine prochaine. Là. Bon, la semaine prochaine, on va aller dans cette direction-là. Ça va être la dernière avant la fin 2023. Ça va être vraiment extrêmement intéressant, encore une fois. Père Paul, pour vous rejoindre, on s'y prend comment?
Oui, les gens peuvent nous joindre lacasesyndic.com, peuvent nous écrire au info@commercial-lacasesyndic.com, peuvent aller voir sur notre Facebook ou notre LinkedIn, La Case et Associés, et peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, 1-844-522-2773. Donc, on continue d'être disponible pour aider les gens dans toutes sortes de volets financiers. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois, et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci, bonne journée.